Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 29 août au 4 septembre. Très heureux de vous retrouver après une semaine de pause pour cause de changement de logiciel de montage. Normalement, la qualité des vidéos devrait grandement s'améliorer. Pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Josué et chaque semaine je t'aide à t'informer autour des questions environnementales et écologiques. Et entrons dans le vif du sujet avec le sommaire de l'actu chaude cette semaine. Tout d'abord, le Pakistan qui connaît ses pires inondations depuis 2010, une polémique autour des jets privés, et enfin des spéculateurs profiteurs de la crise énergétique en France. Puis ensuite, je vous présenterai la piscine, une partie plus chill, où je recommande des articles de journaux et des vidéos YouTube qui m'ont particulièrement intéressé cette semaine. Tous les liens d'articles et vidéos YouTube sont au passage dans la description. Avant de commencer la partie actu chaude, j'ouvre une courte parenthèse pour vous présenter le compte Instagram de La Plume Verte que je viens de créer. J'y posterai différentes trouvailles comme cette splendide caricature de Libération ou des graphiques étonnants autour des questions environnementales. Et surtout, ce sera un moyen pour vous qui regardez ces vidéos de directement m'interpeller et d'échanger avec moi. Enfin bref, parenthèse terminée, place à l'actu chaude. Et comme toujours, on ouvre l'actu chaude par la une de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette une du 3 septembre de La Croix qui décide, après cet été de crise climatique, de faire un rappel sur les enseignements du dernier rapport du GIEC. Pour résumer, 6 infographies très utiles sont contenues dans le numéro, notamment celle-ci sur la quantité de gaz à effet de serre à ne pas dépasser si nous ne voulons pas dépasser les 1,5 degrés Celsius ou les 2 degrés de réchauffement comparé à ce que nous avons historiquement émis. Au passage, big up au service environnement de La Croix, c'est vraiment un des plus qualis dans la presse française. Et ce qui nous rappelle également les enseignements du GIEC, c'est la première actu chaude. Des inondations au Pakistan d'une intensité comparable à celle historique de 2010 qui avait laissé un grand trauma dans le pays. Pour comprendre la situation, il faut regarder les derniers mois qui ont connu des températures très importantes, comme le montre cette carte du monde, avec des zones où on observe des températures 6 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison, ce qui a eu pour effet d'augmenter la fonte des glaciers himalayens et d'augmenter le débit de l'Indus, le fleuve au cœur du réseau hydrographique du pays. À cela, ajoutez les périodes de mousson les plus importantes de l'histoire du pays. Regardez sur ce graphe la pluviométrie de 2022 par rapport à 2021. L'Indus est donc complètement sorti de son lit, créant parfois des lacs, menant à des inondations dont vous avez sûrement vu les images. Au-delà du désastreux bilan humain de plus de 1200 morts, c'est surtout les impacts matériels qui sont effarants. 50 millions de Pakistanais déplacés, soit plus d'habitants que l'Espagne, 730 000 têtes de bétail ont disparu et 1,8 million d'hectares de cultures sont affectés. En plus, cela rajoute à l'instabilité politique du pays. Deux camps s'affrontent. Imran Khan, l'ancien Premier ministre populiste, qui a accédé au pouvoir de 2018 à avril 2022, en se présentant comme une alternative aux deux partis majeurs du pays. Il a été viré du pouvoir par une motion de censure et sillonne maintenant le pays depuis des semaines pour protester contre le gouvernement de Shehbaz Sharif avec un discours demandant à l'armée de ne pas obéir aux ordres de son rival. Donc de l'autre côté, on a Shehbaz Sharif, chef de la Ligue musulmane du Pakistan et surtout héritier d'une des castes dirigeantes du pays. Par exemple, son frère, Nawaz Sharif, a été 3 fois Premier ministre du pays. Enfin bref, l'affrontement de ces deux camps, très polarisés, s'inscrit dans un contexte de forte inflation et d'une menace de défaut de paiement de l'État avant même les inondations. Et on ne sait toujours pas comment va réagir l'armée face aux différentes crises, car il faut savoir qu'au Pakistan, l'armée a un fort poids politique. Elle en est à 3 coups d'État et 30 années de gouvernance depuis 1958. Oui, ça fait beaucoup. Voilà, je me suis un peu étendu sur la situation politique, mais je pense que c'est essentiel pour comprendre les conséquences que vont avoir ces inondations sur le futur du pays. Voilà pour le Pakistan, mais revenons en France pour la grosse actu de la semaine, une polémique autour des jets privés qui n'en finit plus de faire parler. Alors, d'où vient cette polémique? Il faut savoir que depuis cet été, des comptes Twitter pistant les jets privés et leur impact carbone ont beaucoup de succès et de visibilité. La raison, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, un ras-le-bol d'une violence symbolique que représente ce genre de pratique uniquement utilisée par des ultra-riches durant cet été où les impacts du dérèglement climatique ont été plus que jamais visibles. Pour contexte, selon l'ONG Transport et Environnement, les voyages en jet privé représentent 1 vol sur 10 en France et 2 tonnes de CO2 émises par heure pour un jet. Et surtout, c'est un marché en plein essor. Une étude de marché citée par l'ONG montre que le secteur pourrait augmenter de 50% durant la décennie 2020-2030, notamment dû à l'augmentation des inégalités dans nos sociétés. Donc en gros, ça fait que les riches sont de plus en plus riches et ont encore plus d'argent pour ce genre d'excentricité. Et quels que soient les arguments, objectivement, c'est une pratique complètement incompatible avec le respect des accords de Paris.
c'est-à-dire un réchauffement climatique limité à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Côté politique, Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, a vu une opportunité et a saisi l'outil médiatique. Dans un entretien à Libération, il a annoncé vouloir porter dès cet automne une résolution pour interdire tout bonnement et simplement l'usage des jets privés. Du côté de la majorité présidentielle, c'est Clément Beaune, ministre des Transports et une des personnalités les plus à gauche de la Macronie, qui a voulu porter une solution moins radicale. Il a appelé à une régulation des pratiques, annonçant que les comportements vont devoir changer. Sauf que Clément Beaune s'est très vite retrouvé totalement isolé dans son propre camp politique. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a ressorti un argument vieux comme le monde, c'est créateur d'emplois, rejetant au passage la responsabilité sur l'Europe pour une éventuelle législation. Et même le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, aurait pendant un dîner recadré le ministre des Transports pour son initiative décarbonante, un sacré paradoxe quand même. Clément Beaune a finalement dû venir s'expliquer au micro de BFM pour clarifier la situation. Bon voilà, déjà la polémique avait bien enflé sur les plateaux télévisés, mais une phrase d'Emmanuel Macron est venue remettre de l'eau au moulin. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Le gouvernement a aussi demandé aux Français de couper la Wi-Fi pour sauver le climat. Ça a mis la majorité dans une situation inconfortable. Comment à la fois annoncer la fin de l'abondance et en même temps refuser de réguler des comportements ostentatoires et climaticides. Le fameux « en même temps » a encore frappé. Du côté de Mediapart, une enquête de Michael Correa révèle cette semaine que l'entreprise leader du marché du jet privé en France, Valjet, reçoit par une flopée de montages fiscaux énormément d'aides publiques de la part de l'État. Je vous mets le lien de l'enquête en description si ça vous intéresse. Enfin bref, une polémique qui interroge comme souvent sur les inégalités climatiques et le pouvoir des symboles dans une démocratie. Comment peut-on demander aux personnes lambda des petits gestes si en un jour, un milliardaire peut détruire sans conséquence les efforts d'une vie entière d'une autre personne? On finit cette actu chaude en restant en France, avec cette question: comment des spéculateurs profitent de l'actuelle crise énergétique et la montée drastique des prix? Alors préparez-vous, ça va être assez complexe et plutôt long comme actu, mais je vous jure que c'est ultra intéressant. C'est pour ça que je ne fais que 3 actus chaudes cette semaine pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors avant d'entrer dans le vif de cette actu, on a besoin d'un peu de contexte historique. En 2010, l'Europe demande à la France d'ouvrir le secteur de l'énergie à la concurrence. La cause avancée? Pour l'Europe, avoir un acteur comme EDF hégémonique et profitant à ce point des financements de l'État par rapport au nucléaire est une distorsion de concurrence. En gros, ce qu'on reproche à EDF, et je vous jure que c'est écrit comme ça dans les textes, c'est qu'elle a une énergie nucléaire vendue moins cher que les autres opérateurs, qui eux proposent de l'électricité faite à partir de combustibles fossiles comme du gaz, ce qui revient pour le consommateur plus cher. Et quoi qu'on pense du nucléaire, vous conviendrez que quand même c'est assez étrange dans un contexte de crise climatique de rééquilibrer la balance en faveur d'acteurs qui vendent de l'électricité fossile par rapport à de l'énergie décarbonée. Mais bon, l'Europe de 2010 veut absolument de la concurrence pour les secteurs de l'énergie, donc elle force la France à ouvrir son marché. C'est la loi NOM de 2010, NOM pour Nouvelle Organisation du marché de l'électricité, qui va encadrer ce qu'on appelle l'AREN, acronyme pour Accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Mais alors, derrière ce nom étrange, qu'est-ce que c'est l'AREN? En gros, c'est un dispositif qui fait que 100 TWh de l'électricité nucléaire produite par EDF, et depuis la loi pouvoir d'achat, en fait 120 TWh, environ un quart de la production, doit être vendue à des opérateurs privés. En fait, cette disposition a pour but affiché que ces opérateurs investissent par la suite leurs bénéfices en France dans de nouveaux équipements de production d'électricité, notamment dans le renouvelable, pour ne plus dépendre que du nucléaire. Mais alors, est-ce que les opérateurs ont répondu aux attentes? On va voir ça juste après, mais bon, je suis sûr que vous avez une petite idée. Allez, on fait un bond dans le temps de 12 ans pour nous retrouver aujourd'hui en 2022. À cause de la guerre en Ukraine et de l'arrêt de la moitié du parc nucléaire français pour diverses raisons, l'Europe fait face à une crise énergétique jamais vue auparavant, avec des prix dépassant même 1000 € le mégawattheure, alors qu'il y a un an, il valait 85 €. Sauf que l'État a interdit EDF d'augmenter ses prix de plus de 4%, ce qui est très bien pour lutter contre l'inflation et soulager les particuliers, il faut l'avouer. Sauf qu'avec le dispositif de l'AREN, EDF ne vend pas qu'à des particuliers, mais aussi à des opérateurs privés. Et la loi interdit EDF de vendre à ces opérateurs l'électricité à plus de 46,20 € le mégawattheure,
Sauf qu'on a vu que le prix du mégawattheure avait explosé. Donc qui paye la différence? Eh bien l'État, donc le contribuable. Du coup, EDF poursuit l'État devant la Cour des comptes pour combler un trou de 8,34 milliards d'euros dans la caisse, à cause en partie de l'Arenh. Donc 8,34 milliards d'euros payés par vos impôts, et c'est là où l'affaire devient un peu obscure. C'est qu'en plus de payer pour combler ce trou, vous allez payer une deuxième fois pour acheter votre électricité. Et attendez, j'ai encore mieux, les opérateurs privés prennent le prétexte de la crise énergétique actuelle pour augmenter leur prix, alors qu'ils l'ont acheté bradé à 46,20 € le mégawattheure. Un exemple, Home Energy a déclaré une augmentation prochaine de ses prix de 60%. Et à votre avis, est-ce qu'avec tout cet argent, les opérateurs privés ont construit de nouvelles installations de production d'électricité comme ils l'avaient promis? Eh bien non, pas du tout. À part pour Engie et Total Energy, presque rien en 12 ans. Donc ce sont des opérateurs qui agissent comme de véritables spéculateurs, se régalant des trous dans le système. Devant cette situation ubuesque, une association de salariés actionnaires chez EDF a déposé plainte cette semaine pour la gestion par l'État de l'entreprise depuis son entrée en bourse. Alors pas que pour la question de l'Arenh, bien sûr il y a plein d'autres points où EDF est en difficulté, mais c'est un des points majeurs mis en avant. Et forcément, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a été interpellée à l'Assemblée nationale et par France Info sur les dysfonctionnements de l'Arenh. Sa réponse, qu'elle ne constate pas pour l'instant de manquements importants sur l'Arenh. Elle a ajouté que le ministère enquêterait sur les cas suspects d'augmentation des prix. Donc pas de résolution du problème en vue, nous verrons si le système tient cet hiver avec des prix qui pourraient encore plus exploser. Voilà, je sais que cette dernière actu chaude était très complexe à saisir et que le cerveau est un peu en surchauffe. Mais ne quittez pas la vidéo, car voici venu le temps de la piscine, la partie recommandation plus chill de la vidéo, où j'aborde des thématiques moins inscrites dans l'actualité, mais tout aussi importantes pour comprendre les enjeux autour de l'environnement. Première recommandation, cet article du Figaro qui revient sur les différentes choses qui sont réapparues cet été au fond des lacs et cours d'eau asséchés par la sécheresse. On a des trucs pas très sympas comme des pierres de la faim, des pierres où il y a gravé dessus que si à cause de la sécheresse elles réapparaissent, c'est la merde. Mais bon, il y a aussi des trucs rigolos comme des traces de dinosaures et de cités antiques. Deuxième recommandation, cet article de Reporter sur la réussite en Allemagne du ticket à 9 €, qui devait durer 3 mois mais qui pourrait bien devenir permanent. Un succès sans appel, 52 millions de tickets de TER vendus, une économie d'1,8 million de tonnes de CO2 en 3 mois, une baisse de la pollution de l'air de 6% et une diminution des bouchons routiers. Comme quoi, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Troisième recommandation, un article de Slate qui revient sur ces arbres qui semblent déjà en automne à cause de la sécheresse. Alors, petite anecdote dont vous allez en avoir presque rien à foutre, mais j'étais en vacances dans le Tarn-et-Garonne et j'ai vu en balade vraiment des arbres rouges comme sur la photo. Et en fait, je voulais absolument parler de cet article car il vient répondre à une question que je me suis moi-même posée. Est-ce que l'arbre croit à cause de la sécheresse qu'il est en automne? Eh bien, réponse, pas du tout. En fait, il prend cette couleur parce qu'il passe en mode survie face aux conditions extrêmes de cet été. Les scientifiques appellent ce phénomène un faux automne. Enfin, dernier article, l'Obs nous apprend que la ville de Lille va précéder les demandes du gouvernement en proposant un vaste plan de sobriété énergétique, notamment au niveau de l'éclairage public. Les rues seront toujours éclairées, bien sûr, mais pas les bâtiments publics, et les fontaines seront coupées. Par rapport à la consommation de la ville de 2004, Martine Aubry prévoit une baisse de 54%. Et pour finir cette revue d'actu, j'ai 2 courtes vidéos à vous recommander, celle de Blast et celle de Serge Faubert qui font un travail similaire. S'immerger dans les universités d'été d'Europe Écologie et Verts pour savoir quelles sont les tendances actuelles à l'intérieur du parti. Alors c'est des vidéos qui sont sorties la semaine dernière, mais je voulais vraiment vous les recommander. Donc perso, je trouve intéressant d'observer quelles tendances idéologiques de l'écologie politique s'expriment actuellement en vue des élections européennes. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cela t'a intéressé. J'ai essayé d'approfondir encore plus les thèmes, quitte à y mettre plus de temps. N'hésite donc pas à me dire en description ce que tu en as pensé. Pour finir, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne, ainsi qu'au compte Instagram de la Plume Verte. Et moi, je reviens pour une nouvelle revue d'actu la semaine prochaine. Salut!